Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler des personnes aux deux esprits, c'est-à-dire les transsexuels et androgynes considérés comme sacrés dans de nombreuses traditions amérindiennes. Avant l'arrivée des Occidentaux sur le continent américain, la plupart des sociétés natives américaines reconnaissaient de 3 à 5 genres: hommes, femmes, transsexuels, hommes aux deux esprits et femmes aux deux esprits. Pour désigner ces Indiens autres que hommes ou femmes, les Occidentaux ont longtemps utilisé le terme bardache, lequel a été donné par les premiers explorateurs français. Il vient d'un mot d'origine perse, bardache, qui désigne un partenaire homme intime. Néanmoins, ce terme, jugé trop réducteur et pas assez représentatif, est depuis considéré obsolète. Chaque tribu a toujours possédé son terme propre. Hermanche, mi-homme, mi-femme chez les Cheyennes, Wingte, un homme qui se comporte comme une femme chez les Lakota, ou encore Nadlihi, un transformé chez les Navajo, pour n'en citer que quelques-uns. Mais c'est le terme de la langue Ojibwe qui a été retenu comme appellation générale par les natifs américains eux-mêmes lors de la 3e conférence annuelle intertribale des natifs américains et des gays et lesbiennes des premiers peuples. Je plains celui ou celle qui a dû faire la pancarte. En 1990 à Winnipeg, au Canada. Ce terme, Nismaniduag, peut être traduit par « personne aux deux esprits ». La plupart des traditions amérindiennes considèrent que tout ce qui existe vient du monde des esprits, et que le caractère de quelqu'un est un reflet de son esprit. Ainsi, les transsexuels étaient parfois perçus comme possédant deux esprits, un d'homme et un de femme. Ils étaient donc considérés comme doublement bénis et spirituellement supérieurs aux personnes ne possédant qu'un seul esprit, ce qui leur valait d'être particulièrement respectés et d'accéder à des positions sociales privilégiées telles que chaman, guérisseur ou devin. D'autres tribus avaient parfois d'autres explications. Les Sioux par exemple pensaient qu'avant de naître, chaque être humain doit se tenir devant le Créateur qui tient un arc et des flèches dans une main et un seau dans l'autre. L'être humain à naître doit alors choisir son sexe en choisissant l'outil qu'il voudra utiliser dans sa vie. Mais parfois, le Créateur échangeait les mains au dernier moment, et l'être à naître naissait dans un mauvais corps. La plupart d'entre eux s'habillaient avec un mélange de vêtements d'hommes et de femmes, sans que cela soit significatif sur leur choix de partenaire amoureux ou de rôle social. Une personne biologiquement homme pouvait très bien épouser une femme ou effectuer des tâches d'homme tout en s'habillant en femme et vice-versa. Néanmoins, celles et ceux qui décidaient d'assumer le rôle social opposé à leur sexe biologique se mariaient généralement avec un ou une partenaire du même sexe pour assurer l'équilibre économique de leur foyer, sans d'ailleurs que ces partenaires se considèrent eux-mêmes comme homosexuels. De par leur position particulière, les personnes aux deux esprits étaient capables d'endosser les tâches traditionnellement attribuées aux hommes comme aux femmes. Il est dit qu'ils étaient particulièrement travailleurs, très doués en art, et qu'il était généralement considéré comme économiquement bénéfique d'en avoir au moins un ou une dans sa famille. Il est rapporté que chez les Dakota, le meilleur compliment que l'on pouvait faire à une maisonnée était « Vous avez des possessions semblables à celles d'un double esprit ». La reconnaissance des personnes aux deux esprits permettait celle d'un spectre de genre bien plus large et plus nuancé que la dichotomie homme-femme imposée au reste du monde par les grandes religions monothéistes. Cela pouvait aller d'hommes légèrement efféminés ou de femmes légèrement masculines à des individus s'identifiant complètement au sexe opposé, tout en passant par d'autres individus qui se situaient quelque part entre les deux. Le fait que toutes les tribus nord-américaines, du Canada au Mexique, reconnaissent au moins un genre non-binaire, laisse à penser que ce sont les premiers hommes arrivés sur le continent américain lors de la dernière ère glaciaire qui ont apporté cette culture avec eux, et que donc, la non-binarité est quelque chose de tout aussi ancien que naturel au sein de l'humanité. Même en Europe, elle a d'ailleurs longtemps été considérée comme telle avant la propagation du christianisme. Dans le triste contexte actuel, je trouve qu'il est important de rappeler que ce que nous considérons comme normal ou anormal est bien souvent le fruit d'héritages culturels et arbitraires dont nous n'avons pas toujours conscience, et qu'il est bon de savoir prendre du recul, de remettre nos positions en question. L'épisode d'aujourd'hui est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si par hasard il y a des homophobes qui sont tombés sur cette vidéo et qui l'ont regardée jusqu'au bout, pour une raison qui m'échappe, sachez que personnellement je trouve ça assez gai de se préoccuper de ce qu'un autre homme fait de son pénis. Pour les autres, je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux et plus nombreuses à me suivre et à me faire part de vos retours, ça me fait très plaisir et ça m'encourage énormément. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je maîtrisais en Asie et je commence à m'aventurer dans la vulgarisation de systèmes de pensée que je connais moins. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je continue sur cette voie? Est-ce que vous préférez que je reste focalisé sur l'Asie extrême orientale?
Dites-le moi, parce que c'est pour vous que je le fais. Alors, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. D'ici là, restez zen.